Bonjour. L'objet de la conférence que je vais dispenser aujourd'hui concerne l'industrie 4.0, enjeux et actions pour notre territoire dans le cadre de l'Université ouverte de Montbéliard. Je me présente, je suis Samuel Gomès, je suis professeur des universités à l'UTBM, je suis membre du pôle Industrie 4.0 basé sur le site de Sévenans. Je suis également directeur du département COM, Conception, Optimisation et Modélisation mécanique, du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne qui fait partie du CNRS. J'ai aussi une deuxième casquette, puisque je suis maire de la commune de Badvel, commune située dans le périmètre de PMA, et je suis conseiller communautaire de Pays de Montbéliard, agglomération. La présentation que je vais effectuer ce matin va s'articuler en plusieurs points. Tout d'abord, je vais vous faire une brève introduction. Ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai des concepts fondateurs de l'industrie 4.0. Enfin, je ferai quelques focus sur des briques technologiques de cette même industrie 4.0. J'évoquerai ensuite comment l'industrie 4.0 se met au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'international, mais également localement sur notre territoire, dans le cadre des projets de l'UTBM, pour les mettre au service de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ensuite, je montrerai, grâce à ma deuxième casquette d'élu, quelques exemples de déploiement de l'industrie 4.0 au cœur de plusieurs projets du territoire, en particulier ceux développés par la commune de Badvel. Et enfin, je terminerai par quelques conclusions et perspectives. Alors, en guise d'introduction, il est important de rappeler que l'industrie 4.0 va avoir des interconnexions fortes avec la transition numérique. En fait, cette transition numérique va être le moteur de cette quatrième révolution industrielle. Elle va s'appliquer, par exemple, avec l'Internet des objets, pour les objets du quotidien. On a des fours connectés, des cafetières connectées, on a de plus en plus de la domotique dans les habitations. Ça va s'appliquer sur l'agriculture intelligente, et on verra tout à l'heure qu'un des projets que je vais présenter est lié à cette problématique de la transition alimentaire. On peut avoir des impacts de cette transition numérique dans l'habitat intelligent. J'évoquais la domotique, mais pas seulement. L'application de cette transition numérique à l'éducation au numérique. On peut également avoir des implications fortes dans les problématiques des réseaux d'énergie intelligents. En anglais, c'est qualifié de smart grid. Sur de la gouvernance également, comment le numérique va pouvoir accompagner la gouvernance et aider à conduire les politiques publiques. On parlera de santé intelligente avec, vous avez remarqué qu'avec la crise du Covid, donc tout le monde maintenant est familier avec des sites de prise de rendez-vous, Doctolib ou Stop Covid, mais également des problématiques de mobilité intelligente. Pour finir, vers du commerce en ligne, mais pas seulement. On peut également parler des données ouvertes, en anglais qui veut dire open data. Et un point particulier, c'est l'impact sur l'industrie, cette transition numérique appliquée à l'industrie qu'on qualifierait d'industrie 4.0. C'est sur ce point de focus que je vais concentrer cette première partie de ma présentation, et lorsqu'on verra dans quels impacts cette industrie 4.0 et cette transition numérique pourront avoir à l'échelle d'autres niveaux, on parlera de l'exemple d'application dans une petite commune du Nord-Doubs du territoire de PMA, qui est la commune de Badvel. Alors, on parle d'industrie 4.0, qu'est-ce que cela veut dire? On peut aussi l'associer 4.0 pour quatrième révolution industrielle. On se rend compte que l'entreprise va se retrouver aujourd'hui au cœur d'un écosystème complexe, en pleine mutation, impacté par le numérique, mais pas seulement, impacté également par la nécessité de se tourner résolument vers l'innovation, et l'innovation utilisant ces technologies numériques. Alors si on fait un petit historique, la première révolution industrielle va concerner la production mécanique poussée par la machine hydraulique, voire la machine vapeur. La deuxième révolution industrielle a été plutôt basée sur la production de masse, le taylorisme, la décomposition du travail, la décomposition scientifique du travail, le taylorisme, mais également l'intégration de l'électrification. La troisième révolution industrielle, plutôt portée par la production automatisée,
grâce bien sûr à l'avènement de l'électronique, mais également du microprocesseur. Et la quatrième révolution industrielle, elle, se tourne vers le numérique, la virtualisation, l'interconnexion, les réseaux, l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. On verra tout à l'heure les exemples. Donc, au sein de cette quatrième révolution industrielle, la transition numérique va être le moteur de cette révolution. Alors, si on regarde les bouleversements qui vont apparaître, on va les rencontrer au sein de l'université, on va les rencontrer dans les systèmes de transport, on va les rencontrer chez le citoyen, mais on va aussi les rencontrer dans l'industrie. Alors cette transition numérique va venir impacter toutes les couches de la société, mais va également impacter le secteur industriel. Avec des retours importants sur les évolutions au niveau du marché, des clients, mais également des modifications importantes sur le domaine de l'innovation. Des interactions vont donc se développer entre ces écosystèmes complexes qui vont être bouleversés, que ce soit l'entreprise, que ce soit aussi la société. L'université elle-même doit se reconfigurer et on verra tout à l'heure, je prendrai l'exemple de l'UTBM où on a créé, le directeur Ghislain Montavon, dans le cadre de son projet qualifié de synergie, a créé un pôle Industrie 4.0 qui est basé à l'UTBM, site de Sévenans. Alors, ces bouleversements apportent des questionnements, des rapprochements possibles. A-t-on suffisamment rapproché l'entreprise de l'université? A-t-on suffisamment rapproché l'université de la société? Donc, toutes ces questions-là vont faire appel à des concepts où la transition numérique et l'industrie 4.0 vont pouvoir booster l'innovation et l'entrepreneuriat pour pouvoir créer de la valeur au sein de nos entreprises et créer des emplois pour le futur. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de rappeler quelques concepts fondateurs de l'industrie 4.0. Alors, cette industrie 4.0 revient à une nouvelle manière, une nouvelle façon d'organiser les moyens de conception, mais également les moyens de production au sein des entreprises industrielles. Alors ça a été possible parce que l'avènement des microprocesseurs, des puissances de calcul, des ordinateurs qui augmentent leur capacité de traitement des données et des informations vont permettre de faire beaucoup plus de choses que dans les années 80 ou 90. L'exemple qui est donné dans l'image que vous voyez, c'est qu'on va faire superposer des objets de la vie réelle, des objets physiques, avec des objets numériques. Avant, on parlait de maquettes numériques, on parlait de modèles 3D, de CAO. De plus en plus, on est parti dans une logique de gestion. Et de plus en plus, on parle de jumeaux numériques, c'est-à-dire que le modèle numérique va avoir un comportement très très proche du modèle physique, c'est-à-dire on va même pouvoir les interfacer et éventuellement pouvoir les coupler. Donc cette nouvelle manière de développer l'industrie va donc s'affirmer par une convergence encore plus forte entre les données, les objets du numérique, les objets virtuels et les objets du monde réel. Alors, on va avoir affaire à plusieurs mutations qui sont attendues dans le cadre de cette industrie 4.0. Bien sûr, il y a des nouvelles technologies, on parle de l'intégration de l'Internet, Internet des objets, du big data ou du cloud ou de l'info nuagique en français, la modification de nouveaux procédés où la fabrication elle-même va être numérisée. On pense à l'impression 3D, par exemple, à la fabrication additive. On a même des problématiques avec des matériaux intelligents, l'impression 4D. On parlera aussi de robotique, voire de cobotique, c'est de la robotique collaborative. Mais ces technologies ne sont pas suffisantes. Elles doivent s'accompagner de nouvelles organisations qui vont être bien sûr des activités traditionnelles au sein de l'entreprise que sont la recherche et l'innovation, la conception des outillages, la production, mais ça va aussi impacter la maintenance, que ce soit la maintenance des produits ou des moyens. On verra tout à l'heure qu'on va évoluer petit à petit d'une maintenance qui était une maintenance corrective vers une maintenance préventive et grâce justement au numérique, grâce à de l'intelligence artificielle, grâce aux capteurs qui seront posés sur les différentes machines, on parlera de maintenance préventive. Alors on va avoir des nouvelles organisations, des logiques de gestion de stock, de flux qui vont être modifiés. De notre côté, on va s'intégrer à des nouveaux environnements de l'entreprise, avec intégrant un géopositionnement
de l'entreprise au niveau géopolitique, économique, dans un marché globalisé et mondial. On va voir les éléments de l'impact de la partie énergétique, les coûts, la crise, les économies carbone, mais également les impacts de la transition écologique, où avec la baisse des effluents, la baisse des ressources, l'augmentation du carbone dans ces industries, vont être amenés à nécessairement prendre en compte ces évolutions dans la définition des nouveaux outils de production et des nouvelles manières de concevoir et de produire nos systèmes. Alors, il y a bien sûr un impact social, on le verra tout à l'heure. Il faut quelque part faire évoluer les manières de travailler. Donc, ça va nécessiter une conduite de changement et très certainement des nouveaux besoins en formation. Alors, derrière tout cela, on a des nouveaux produits qui vont être appelés par des nouveaux usages. On parlera de personnalisation de masse, mais on va créer également des nouveaux besoins où la connectivité sera beaucoup plus exacerbée que par le passé. Alors, il est intéressant, à ce niveau de la présentation, de vous citer quelques briques technologiques. Elles vont être citées maintenant, mais elles vont être un peu plus expliquées et détaillées par la suite de mon exposé. Alors, lorsqu'on parle d'industrie 4.0, on peut s'interroger sur les problématiques de conception. De plus en plus, on parlera de couplage entre conception et intelligence artificielle. On parlera d'ingénierie hautement productive, tout simplement pour dire que la conception routinière au sein des bureaux d'études doit évoluer pour pouvoir laisser du temps à de l'innovation. Donc pour accompagner le concepteur dans ses conceptions routinières, on va se faire assister de systèmes à base d'intelligence artificielle. On va parler en plus un peu d'autres briques telles que les systèmes cyberphysiques. C'est les systèmes où on va intégrer non seulement une dimension physique, mais également une dimension numérique avec des composants électroniques qui vont servir de capteurs et d'actionneurs. On aura de plus en plus recours à de la simulation numérique. On ira encore plus loin dans l'intégration en parlant d'Internet des objets qui vont impacter nos objets ou qui impactent déjà nos objets de la vie quotidienne. On parlera aussi des briques technologiques telles que la fabrication additive, où là, c'est le procédé de fabrication lui-même qui est rendu numérique, c'est-à-dire on va passer d'un modèle numérique, on va le transformer en instruction pour une imprimante 3D qui va faire exister ce produit. Bien sûr, il y a des limitations, les limitations en termes de précision, des limitations en termes de matériaux, des limitations également en termes de temps de production. Mais pour des produits spécifiques, plutôt que de refaire des moules avec des coûts d'investissement importants, la fabrication additive apportera des réponses intéressantes. On parlera de réalité virtuelle, mais aussi de réalité augmentée. Là, vous voyez qu'il y a le rapprochement entre le monde physique et le monde virtuel s'opère de plus en plus. On parlera aussi du véhicule autonome, parce que là, vous avez compris qu'il faut de la vision artificielle, il faut également des systèmes où on va faire du raisonnement en temps réel sur ces équipements embarqués. On parlera de robotique, mais également aussi de cobotique. Je rappelle que la cobotique, c'est le fait de pouvoir faire collaborer un robot avec un opérateur humain sans qu'il y ait des risques pour ça en intégrité physique. On parlera également de supervision énergétique et de suivi de la performance, parce qu'avec des objets connectés qu'on met derrière chaque machine, on pourra identifier des sources de problèmes pour générer éventuellement des actions en maintenance préventive, voire en maintenance prédictive. Mais également plein d'autres nouvelles approches qu'il m'est impossible aujourd'hui de citer. Je ne citerai que l'info nuagique, ce qu'on appelle le cloud computing ou le big data, mais également toutes les problématiques de sécurité des informations et des données, grâce en particulier à des problématiques de cryptage regroupées dans les thématiques de cybersécurité. Alors toutes ces thématiques, c'est celles qui sont en particulier développées à l'UTBM dans le cadre du pôle industrie 4.0 que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on a parlé d'une vision très technologique, mais on peut également avoir le point de vue du consommateur. Effectivement, le consommateur, lui aussi, va être impacté par cette industrie 4.0. Il va faire appel à ce qu'on appelle de la personnalisation de masse. Personnalisation de masse, c'est deux termes qui sont antinomiques. On veut faire de la personnalisation de chaque produit, mais on veut le massifier. C'est-à-dire que ça va être possible pour n'importe quel consommateur. Donc il pourra choisir dans son catalogue numérique et pouvoir déclencher la production
depuis sa tablette et il pourra même communiquer avec les machines qui sont en train de réaliser ou de fabriquer son propre produit. Il pourra superviser l'impression de certains des composants de son produit depuis son canapé. Donc la relation avec le consommateur va être changée. Donc cette vision consommateur de l'industrie 4.0 va également être impactée. Alors, au-delà de cette approche un peu consommateur, rentrons un peu plus en détail sur ce qui va se passer sur les sites de production. Alors, avant, on avait des systèmes automatisés qui permettaient d'accompagner et d'augmenter la productivité des opérations de production. Que va permettre l'industrie 4.0 ? Elle va aussi permettre de superviser en temps réel ces installations de production industrielle. En fait, on va équiper les systèmes de capteurs qui vont permettre de transformer les grandeurs physiques, température, pression, concentration, vitesse d'air, humidité, etc., traditionnellement mesurés en analogique, par des capteurs analogiques, en signaux analogiques, et ensuite électriques, que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est une conversion de ce signal analogique en signal numérique pour pouvoir ensuite alimenter les serveurs informatiques, les bases de données. Et derrière ces bases de données vont alimenter des bases de connaissances. Donc des bases de connaissances, puisqu'on a évoqué qu'on va faire appel à de l'intelligence artificielle. Le but est de stocker non seulement ces informations sur les bases de données, mais de faire remonter les connaissances qu'on pourrait extraire de ces données informations sur des bases de connaissances pour permettre par la suite au superviseur, à l'opérateur, d'avoir des aides à la décision pour prendre les bonnes décisions quand il y a des perturbations dans son système de production ou quand il faut intégrer des nouvelles contraintes, des nouvelles commandes, des nouvelles variantes de produits. Une fois qu'on a mesuré, qu'on a remonté sur le cloud, sur les bases de données et sur les bases de connaissances, le processus inverse va pouvoir également s'opérer. C'est-à-dire que lorsqu'on a raisonné avec des systèmes d'aide à la décision, on va pouvoir venir communiquer avec les systèmes de bases de données qui vont elles-mêmes pouvoir agir. Avant, c'était sur un moteur, commander un vérin, ouvrir l'électrovanne, voire agir directement sur un automate qui, lui, à son tour, va prendre le contrôle de différents actionneurs ou alors prendre le contrôle d'une chaîne complète de robots ou de cobots au sein d'une ligne de production. Donc, tout à l'heure, on a fait la mesure, donc c'est l'approche ascendante. On part du terrain, on monte sur le cloud, on raisonne. Là, c'est le schéma inverse. On part du cloud, on a raisonné, on part du cloud et on redescend sur le terrain pour aller retourner dans le monde réel et le monde physique. Alors, cette approche-là, liée à la production, s'applique également sur la problématique de la maintenance. Au préalable, on faisait de la maintenance corrective. On attend la panne pour venir la réparer. Ensuite, on a un peu amélioré le processus. On s'est dit, on va faire de la maintenance préventive. On connaît les cycles de panne. On connaît les problématiques de fiabilité. On dit, avant que la panne elle apparaisse, on va changer les composants. Mais derrière, on n'est quand même pas optimum, puisqu'il se peut que le composant puisse fonctionner encore un certain nombre de temps, et on risque de le rebuter alors qu'il aurait pu servir encore. L'intégration des objets connectés directement sur les différentes machines, que ce soit sur de la mesure de vibration, sur la mesure d'une évolution de la consommation électrique, vont faire remonter des informations qui vont permettre au système de raisonner pour dire « attention ». On connaît les cycles moyens de maintenance de certains composants. On les a laissés, on les observe. Là, les capteurs disent qu'on a des signes précurseurs d'un événement nouveau qui va s'opérer. Donc, on va faire de la maintenance prédictive. On va prédire l'arrivée de la panne pour pouvoir enclencher une opération de maintenance. On va également avoir des problématiques de l'impact de l'industrie 4.0 sur les politiques publiques, puisque quelque part, on va se poser la question de comment accompagner les entreprises, comment accompagner les salariés dans cette transition, puisqu'il va falloir non seulement les former, mais également faire de la conduite du changement, c'est-à-dire il faut qu'ils soient psychologiquement préparés à ce que les actions qu'ils faisaient par le passé, elles soient radicalement modifiées par l'intégration du numérique. Donc la formation des opérateurs va pouvoir, quelque part, apporter une réponse à cette transition et pour accompagner la mutation de l'outil industriel. Alors, effectivement, derrière cette conduite des politiques publiques, on risque d'avoir, et on va très certainement avoir, des impacts sociaux. Va se poser la question de l'impact de cette transition numérique, de cette industrie 4.0, sur des millions de salariés, non seulement en France, mais dans le monde.
qui risque du coup de se retrouver sans emploi si l'entreprise n'a pas muté à temps ou si elle n'a pas prévu l'accompagnement approprié. Et là, on risque d'avoir des difficultés majeures. Donc, il faut l'intégrer dès le début et le préparer dans cette conduite du changement. D'autres impacts de l'industrie 4.0, c'est les impacts environnementaux. Impacts environnementaux, puisqu'en fait, on va créer des nouveaux systèmes numériques, on va créer des nouveaux calculateurs, on va créer des centres, des data centers nouveaux. Se posera la question du recyclage de ces systèmes. Va se poser la question de la gestion en fin de vie. Va se poser la question de la consommation d'énergie que ces systèmes vont également générer, de consommation d'énergie supplémentaire, donc avoir également un impact carbone non négligeable. Alors, je vous propose de, maintenant, à ce stade de ma présentation, de vous faire un focus sur quelques briques technologiques de cette industrie 4.0 pour détailler un peu plus à ce à quoi cela correspond. L'autre brique technologique que nous allons présenter concerne le couplage entre intelligence artificielle et conception. Effectivement, j'avais évoqué précédemment qu'il était possible de gagner du temps lors des phases amont du processus de conception en mettant de l'intelligence artificielle au service de la conception, mais de la conception routinière. L'objectif n'est pas là de supprimer des postes en bureau d'études. Non, l'objectif est de pouvoir permettre au bureau d'études d'accélérer de manière hautement significative les processus d'ingénierie routiniers pour avoir du temps pour se consacrer à l'innovation qui est là vecteur et moteur de notre croissance. On parlera dans ce cas d'ingénierie hautement productive. L'autre brique technologique concerne la modélisation, la simulation et l'optimisation numérique. Alors effectivement, grâce à l'augmentation des puissances de calcul, on se rend compte que la modélisation numérique couplée à des techniques de simulation et d'optimisation va permettre de gagner du temps dans les cycles traditionnels essais-erreurs pour pouvoir prédire, comprendre, modéliser et prévoir le comportement des phénomènes multiphysiques mis en jeu pour pouvoir anticiper le comportement des systèmes que nous allons étudier. L'exemple ici qui est pris, c'est un exemple d'une turbine où on va avoir des aubes, on va pouvoir simuler les comportements thermomécaniques des aubes de turbine grâce au flux d'air chaud ou aux problèmes de combustion qui vont être modélisés, qui vont être simulés dans le système. L'autre brique technologique intéressante concerne la fabrication additive 3D. Cette fabrication additive 3D consiste à pouvoir construire des pièces mécaniques, par un empilage de couches calibrées, faites en métal, en polymère, en céramique, qui vont, elles, être obtenues à partir de modèles numériques. On part du modèle numérique et on réalise couche par couche cet objet 3D en polymère, en plastique, en élastomère, en céramique, voire en métal. On parlait également d'une autre brique qui concerne la cobotique. Alors la robotique classiquement, telle qu'on la connaissait jusqu'à présent, on a un robot. Ce robot, il peut avoir des mouvements avec beaucoup d'efforts, beaucoup de couples. Donc, il est très dangereux pour un opérateur humain de se projeter, de se positionner proche de ce robot. Donc, conséquence, on enferme le robot dans une zone, soit avec une cage physique, soit avec une cage immatérielle, avec des capteurs qui empêchent de pénétrer dans la zone. Là, l'idée, la cobotique, c'est une approche complètement différente. Là, on dit on va faire coexister l'homme et le robot et on va créer une interaction directe, voire téléopérée à distance, entre cet homme et ce robot pour atteindre l'objectif commun. La problématique de sécurité ne se pose plus de par les liaisons élastiques qui ont été mises au niveau des articulations du cobot. Là, on est à l'interface de la cognitique et du facteur humain, mais également de la biomécanique et de la robotique. L'autre brique intéressante, qui est également susceptible d'apporter des éléments nouveaux dans cette transition numérique, c'est le fait de coupler, grâce aux techniques de réalité virtuelle, là dans l'exemple qui est apporté, c'est la réalité augmentée. On va faire superposer des éléments de la réalité, on est en train de filmer un objet, avec des éléments calculés, numériques, qui vont permettre d'augmenter l'expérience de l'utilisateur en apportant des éléments de consignes, des gammes opératoires ou des éléments à ne pas toucher ou des éléments dangereux ou alors des outils à prendre. Donc toute une assistance qu'on peut apporter à l'opérateur sur son site de production.
L'objectif étant là, on va utiliser des méthodes qui vont permettre d'incruster dans des périphériques, tablettes, ordinateurs, de manière réaliste, des objets virtuels dans une séquence d'images tournée en réel. Alors l'Internet des objets, qui est là l'autre brique que je souhaitais évoquer, ça consiste tout simplement à faire communiquer les objets du quotidien, mais à très grande échelle. Donc ces objets du quotidien qui classiquement étaient des objets connectés à une prise électrique, avaient un fonctionnement, un actionneur, un système de chauffage, etc. Là, le but, c'est de prendre cet même objet, mais de rajouter une connectivité supplémentaire, une connectivité sur Internet pour aller sur le cloud, communiquer avec un périphérique tel qu'un smartphone, un ordinateur, et comme ça avoir une expérience utilisateur différente et plus efficace. Donc, ce qui veut dire que cette connaissance du monde réel va maintenant pouvoir s'appuyer sur des données qui vont être stockées sur des serveurs qui vont être sur le cloud, dans des grandes bases de données, et voire permettre d'accéder à des règles de connaissance, à de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir accompagner l'usage de l'utilisateur. L'autre brique technologique, et la dernière que je voulais évoquer, concerne l'impression 4D. Alors là, l'impression 4D, c'est une évolution de l'impression 3D, où là, on va mettre en place des matériaux nouveaux, des matériaux actifs, des matériaux, je ne veux pas dire intelligents, mais qui réagissent à l'environnement, à des stimuli. L'idée étant de pouvoir dire, on va faire un objet imprimé en 3D qui va se transformer sous l'action d'un stimulus particulier. Ce stimulus peut être une température, de la lumière, du courant électrique, un champ magnétique ou un effort particulier. C'est l'exemple ici qui est illustré où on imprime un objet à plat et sous l'action de la température, cet objet va se transformer. Après avoir passé en revue plus en détail ces quelques briques, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas donc recherché l'exhaustivité, mais j'ai voulu quand même vous familiariser avec des concepts qui se cachent derrière ce vocable Industrie 4.0 et cette transition numérique au service de l'industrie. Alors, cette Industrie 4.0 va permettre également d'ouvrir de nouveaux champs dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors j'ai choisi de prendre un seul exemple. J'ai eu la chance, au cours de ces 10 dernières années, de parcourir plusieurs pays en pointe sur ces problématiques, soit les États-Unis, le Japon, la Chine, la Corée, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. J'ai choisi de prendre une expérience qui est double, à la fois américaine et chinoise. Alors, plusieurs expériences existent. J'ai choisi de prendre l'expérience de la société Axe, qui est basée à la fois aux États-Unis, à San Francisco, que j'ai la chance de visiter, mais également à Shenzhen, en Chine, que j'ai aussi eu la chance de visiter. Alors, dans cette entreprise, donc je vous fais un petit peu un carnet de voyage, on va avoir des synergies qui vont se créer entre l'entreprise, l'université et la société. Ici, la société, c'est la ville de San Francisco. L'université, c'est Berkeley, Stanford, par exemple, mais également l'Université de San Francisco. Et l'entreprise, c'est la société Axe qui va pouvoir, grâce à des systèmes qu'on qualifie de crowdfunding, c'est-à-dire du financement participatif, permettre de faire évoluer rapidement les systèmes nouveaux, basés sur l'industrie 4.0, des objets connectés, permettant de créer des nouveaux besoins, permettant de répondre à des nouveaux usages, mais également permettant d'apporter des nouveaux services. Parce qu'on s'oriente de plus en plus, non plus vers des produits simples, mais on s'oriente de plus en plus vers ce qu'on qualifie des métaproduits, c'est des produits qui couplent services, produits et usages. Alors cette entreprise, Axe, elle est basée à la fois à San Francisco, à San Francisco Bay, mais également à Huaqiang Bay, à Shenzhen, donc Shenzhen étant la Silicon Valley chinoise, comme peut l'être San Francisco pour la Silicon Valley américaine. Alors, Axe, qu'est-ce qu'on y fait? C'est un accélérateur, c'est un espèce de Fab Lab, mais pas uniquement Fab Lab, mais qui va permettre d'accélérer les projets de start-up. Ça s'appelle un hardware accélérateur, pour lequel on va avoir des mécanismes très très originaux. Typiquement, dans cette société qui va servir à incuber d'autres sociétés, elle va accueillir plusieurs cohortes d'équipes. Alors les équipes, c'est typiquement une équipe, c'est une dizaine de personnes. Donc tous les 6 mois à peu près, tous les 111 jours, elle va accueillir 15 équipes internationales et 8 équipes chinoises, si je prends la plateforme à Shenzhen. Et à chacune de ces équipes, elle va leur donner 100 000 $. Le but pour cette équipe est de pouvoir être accompagnée sur de la conception, sur de l'approvisionnement, sur du marketing, sur de l'ingénierie, du design, et permettre à ces mentors,
à ces personnes qui vont accompagner cette entreprise qui émerge, leur permettre, au bout des 111 jours, de leur donner 1 à 2 millions de dollars. L'objectif étant de leur permettre, ensuite, en prenant des parts dans le capital, de leur permettre d'accélérer leur mise sur le marché des produits qu'ils auront proposés. Alors derrière, ils vont les former sur du marketing, des approches de marque, des business models, mais également, ils vont les faire accompagner de mentors qui vont les aider pour rechercher des fonds, pour les aider à se lancer, mais également à définir leur stratégie de rentrée sur le marché. Donc, ils vont avoir un accompagnement également dans l'acquisition des composants au plus bas prix, mais également dans intégrer leur chaîne logistique intégrée pour pouvoir préparer non seulement l'ingénierie, mais également la fabrication de leur système, sachant qu'ici, on est dans des systèmes plutôt dédiés à l'industrie 4.0. Donc, il y aura une hybridation entre produits mécaniques, composants électroniques et applications logicielles, qu'elles soient sur des tablettes, smartphones, mais également sur des ordinateurs sur le cloud. Alors, l'origine des start-upers, de ces entreprises, de ces jeunes entreprises, ces jeunes pousses, viennent essentiellement, vous avez vu, des États-Unis, mais également de l'Europe, Afrique, et le dernier quart plutôt de l'Asie. Alors, juste sur quelques années, 3-4 ans, cette société a pu booster plusieurs entreprises qui ont pu comme ça émerger. C'est l'accompagnement privé à la création d'entreprises. Donc 118 projets ont été accompagnés et 50 ont pu être boostés. Alors tout ça, ça montre qu'il est possible d'avoir des modes de financement alternatifs, en particulier de crowdfunding, et d'avoir des mécanismes où ce sont des entreprises qui vont accompagner d'autres entreprises dans le domaine de l'industrie 4.0 pour pouvoir arriver vite sur le marché et sécuriser l'investissement qu'ils auront mis en place. Nouvelle catégorie, nouvelle rubrique, je vais vous montrer comment, au sein de l'université, en particulier l'exemple que je connais bien, c'est l'UTBM parce que j'en fais partie, comment l'industrie 4.0 va se mettre au service de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur notre territoire. Et là, c'est une initiative du directeur de l'UTBM, Ghislain Montavon, qui a choisi de redécouper l'UTBM, qui est en 3 sites, le site de Belfort, pour le spécialiser dans les problématiques d'informatique et d'énergie, le site de Montbéliard, pour le spécialiser dans les problématiques de mobilité, dans les problématiques de transport du futur, mais également le site de Sévenant, pour le spécialiser dans les problématiques d'industrie 4.0. Alors le spécialiser, c'est-à-dire créer des synergies, c'est l'intitulé du projet du directeur, des synergies entre recherche, formation et activités de valorisation et de création d'entreprises. Alors, c'est comme ça qu'est né le pôle industrie 4.0 sur le campus de Sévenant, avec une plateforme intitulée Titan, où on a mutualisé tous les équipements, donc avec différents plateaux, caractérisation mécanique, vibration impact, procédés de fabrication innovants, mais on les a hybridés par la chaîne numérique intégrée, les plateaux d'impression 3D et 4D, les plateaux liés au composite actif, à la fabrication additive par microfusion laser, les plateaux robotiques-cobotiques, atomisation de poudre, caractérisation des matériaux, et enfin le dernier plateau sur la projection, et pour les revêtements par dépôt plasma. Alors tout ceci, c'est la plateforme Titan, qui fait partie du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, associé, qui est une unité mixte de recherche du CNRS. Cette plateforme Titan va être adossée aux formations dans le domaine du système industriel, mais également de la mécanique, et pouvoir déployer, faire susciter la création de nouvelles activités dans le thème de l'industrie 4.0. Alors, comment va-t-on réussir pour créer ces nouvelles activités, ces nouvelles entreprises, ou à accompagner les entreprises actuelles à passer la vague? L'idée, c'est de mettre en place ce qu'on a qualifié de System Crunch ou Galaxy Crunch, où on va empiler plusieurs dispositifs. Le premier étant, c'est l'Innovation Crunch Time. Je montrerai quelques images tout à l'heure. Le deuxième, c'est l'Innovation Crunch Lab. L'Innovation Crunch Time se met en place à Montbéliard. Le Crunch Lab est positionné à Belfort. À terme, grâce à la plateforme Titan, il est attendu une nouvelle plateforme qu'on qualifiera de Crunch Factory ou de Crunch Industry, qui sera basée sur le site de Sévenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Innovation Crunch Time? Tous les ans, cette année, on n'a pas pu le mettre en place l'année précédente à cause de la crise Covid, mais on a mis en place un bootcamp. Cette année, tous les ans, on met en place ce qu'on appelle un hackathon géant, donc un concours d'innovation géant, où pendant 5 jours, à peu près 2000 élèves ingénieurs vont pouvoir travailler
sur des projets d'innovation. Donc sur comment rendre possible la distribution d'un nouveau produit grâce aux objets connectés, sur comment faire de la ruche connectée, sur comment développer des outils sur le TGV du futur, sur la cabine de conduite, comment mieux instrumenter un simulateur de conduite, comment faciliter la livraison des repas ou des paniers grâce des paniers avec des légumes bio. Donc tout un tas de sujets apportés par les industriels du territoire. Et le but étant, grâce à un Fab Lab mobile mis en place sur la plateforme pendant 5 jours, les équipes de 10 élèves ingénieurs, toutes formations confondues, vont travailler sur les projets des industriels. Alors 10 personnes vont être consacrées à l'idéation sur du temps court, en 5 jours, sur le site de Montbéliard. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un minimum viable product, c'est un système démonstrateur, une preuve de concept que la solution proposée marche pour pouvoir la proposer à l'industriel. Une fois ce dispositif mis en place, les meilleurs projets ou ceux qui ont de l'avenir, ceux sur lesquels les industriels du territoire qui ont été mobilisés vont pouvoir les faire se déployer un peu plus, les faire maturer au sein du Crunch Lab. Et là, ce sera des équipes de 5-10 personnes qui vont être consacrées sur un temps d'incubation d'environ 5 mois à faire de la validation technique sur le site de Belfort. Et le but étant de pouvoir obtenir un dossier technique détaillé en vue d'obtenir des prototypes pour valider la faisabilité du système proposé. Le troisième étage de la fusée, qui n'est pas encore réalisé à ce jour, mais qui est en projet, qui concerne l'Innovation Crunch Factory ou l'Innovation Crunch Industry. Le principe, c'est d'avoir une quinzaine de personnes qui vont là faire une validation marché sur un temps un peu plus long, de 12 mois par exemple, sur le site de Sévenant, pour pouvoir préparer un dossier industrialisation 4.0 et créer, entre guillemets, des outillages pour réaliser les pré-séries du produit. Mais ces outillages et cette pré-série sera 4.0 et sera produite sur la plateforme que nous préparons à Sévenant. Alors tout ça pour dire que l'émergence se fera au Crunch Time, l'incubation au Crunch Lab et la pré-série à la Crunch Factory. Alors il manquera bien entendu des financements. On imagine en particulier pouvoir proposer une sorte de compétition internationale d'investisseurs où on pourrait imaginer que cette compétition permettrait à l'issue du Crunch Time de doter certains projets d'un financement, là, par exemple 5 000 € par projet retenu. Deuxième étape, en sortie d'incubation, on pourrait imaginer de doter les meilleurs projets qui ont passé cette étape du Crunch Lab de pouvoir ensuite passer en Crunch Factory. Bon, l'exemple proposé, c'est par exemple une dotation de 20 000 €. Et enfin, à la sortie de la Crunch Factory, pour pouvoir lancer la pré-série ou créer réellement l'entreprise, l'idée étant de pouvoir imaginer donc une dotation qui permettrait d'accompagner ces créateurs de valeur, ces créateurs d'entreprise, pour pouvoir se lancer. Donc, vous avez compris que l'écosystème qu'on met en place, c'est un écosystème qui permet de pousser et d'être vraiment proactif dans la création de valeur et accompagner les jeunes créateurs d'entreprises, les jeunes cerveaux, nos élèves ingénieurs, mais pas que, à pouvoir aller de manière très efficace vers l'émergence de ces nouvelles créations d'emplois autour de ces thèmes de l'industrie 4.0. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les projets qui sont proposés, mais on peut imaginer, par exemple, un système de pédales pour personnel handicapé qu'on pourrait instrumenter pour pouvoir récupérer des informations, pression, nombre de cycles de pédalage, par exemple. Mais on pourrait également imaginer des boîtiers pour faire du sport connecté qui pourraient être développés grâce à un tel système. Nouveau volet, maintenant, et dernier volet de ma présentation, je voulais évoquer avec vous mon expérience d'élu pour savoir comment ces principes de l'industrie 4.0 peuvent être mis à profit des citoyens à travers des projets du territoire. Je vais vous citer quelques projets qui sont soit réalisés, soit votés, finalisés, voire des projets en cours de montage, au sein de la petite commune de Badvel qui compte 800 habitants. L'objectif ici est de positionner cette commune sur le label des territoires intelligents, grâce en particulier à cette transition numérique. Alors le premier projet qui a été mis en place au sein de la commune de Badvel dès l'année 2018
C'est un projet qui a visé à hybrider la transition numérique et l'acculturation des très jeunes citoyens à l'industrie 4.0. Ce projet s'intitule Hyperischool. C'est un projet où on va mettre ensemble de l'impression 3D, de la modélisation de ces objets, des arts numériques, mais également des objets connectés. À Badvel, les enfants programment des systèmes, cage de hamster connecté, pot de fleurs connectés et plein d'autres systèmes pour pouvoir intégrer le fait que le numérique, ce n'est pas uniquement utiliser une plateforme. Ce n'est pas uniquement utiliser des jeux. Ce n'est pas uniquement être sur les réseaux sociaux. C'est passer d'une logique de consommation vers une logique de création. Qu'est-ce qu'on va souhaiter faire? On va susciter leur curiosité, on va susciter leur capacité de créer des choses nouvelles et enfin, on va les acculturer à la programmation informatique, pas seulement à la programmation informatique, mais à la compréhension des composants électroniques, que ce soit des capteurs, des actionneurs et la programmation graphique, bien entendu, et cela en lien étroit avec les programmes de l'éducation nationale. Donc l'objet, c'est de passer à une certaine forme de dépendance sur les périphériques, les réseaux sociaux et le numérique, vers l'enfant qui conçoit des systèmes en utilisant des composants électroniques, en programmant des objets électroniques, en utilisant la dalle tactile, en utilisant la tablette, en utilisant le téléphone portable ou l'ordinateur pour créer des objets et quelque part avoir une sensibilisation à la curiosité, à la création, à la créativité, sans négliger les autres aspects que sont les arts numériques. On a vu tout à l'heure également des robots dessinateurs qui peuvent être mobilisés. C'est là l'objectif du projet Hyperischool. Ce projet a été réalisé et lancé en 2018 et inauguré en février 2021 par le secrétaire d'État, M. Cédric O, donc secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques, qui a eu lieu le 12 février dernier. Le deuxième projet que je souhaitais évoquer concerne l'hybridation de la transition numérique et la transition écologique et alimentaire. Alors là, ce projet-là, l'idée est de pouvoir, au sein d'une plateforme nouvelle, qui est en cours de montage, cette plateforme a été votée, validée, nous sommes en attente des cofinancements. Le but est de faire du verger de conservation, mais c'est de faire aussi du robot de maraîchage, de faire de la serre connectée qu'on peut superviser depuis son salon, mais également venir sur place et faire des actions concrètes sur le terrain, de pouvoir faire du maraîchage, bêcher, biner, enlever les mauvaises herbes, et également de récupérer le fonctionnement, le fruit de cette éco-ferme, le fruit de ces légumes sur une cantine scolaire et d'expérimenter le circuit court. Donc ce projet-là, il a été validé en avril 2021 et il va se mettre en place sous la forme d'un espace de culture protégé avec 2 serres connectées en aluminium et verre de 22 mètres carrés chacune. Chacune de ces serres annonce 400 kg de légumes par jour. Ces serres connectées sur lesquelles on a des capteurs de pH, des capteurs d'humidité, des capteurs de température, mais également des actionneurs, tels que vous pouvez le voir, pour mettre des produits qui vont nourrir les poissons lorsque nous sommes en bioponie, en aquaponie par exemple, ou alors mettre un distributeur de sels minéraux dans l'eau pour alimenter les plantes en culture verticale, mais également des actionneurs pour faire baisser la température ou l'humidité au sein de la sphère pour pouvoir ouvrir, par exemple ici, l'exemple qui est donné, un vasistas en particulier. Donc ce projet a été voté en avril 2021. Donc je vous l'illustre de la manière suivante avec 2 scénarios, soit de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est le fait de demander à la plante de filtrer un bassin d'eau dans lequel vivent des poissons, où les nitrates générés par les déjections des poissons vont nourrir les plantes et en même temps, les racines des plantes vont filtrer l'eau du bassin où vivent les poissons. Alors tout cela va être piloté par une application qui est donc à distance et qui permet ensuite de superviser aux familles d'une future association que nous préparons qui va permettre de superviser le fonctionnement de la serre. Superviser le fonctionnement de la serre, mais également faire participer les enfants du scolaire, mais également du périscolaire à cette activité où on va pouvoir visualiser ce qui se passe au niveau de la production de légumes, mais également de fruits, au niveau également de robots de maraîchage, grâce ici en particulier à des robots FarmBot, où ces robots-là vont pouvoir alimenter de manière particulière et précise, en fonction des besoins de chaque plante, alimenter en eau, mais va également gérer les semis de manière étalée dans le temps, voire même tuer également les mauvaises herbes. Donc ce projet-là, c'est un projet qui a été voté en avril 2021 et qui va faire l'objet
donc d'appels de cofinancement de la part de la région, donc les services de la transition numérique, mais également de la CAF. Nous sollicitons la CAF, mais également le ministère de l'Agriculture sur le plan de relance. Le troisième projet que je souhaitais présenter avec vous, qui est un projet en cours de montage, concerne le Future Living Lab Battevelle-Hache-de-Bois. C'est un projet qui est consacré à l'hybridation entre la transition numérique, la transition écologique et la transition énergétique. Alors l'objectif, c'est de faire un Living Lab sur les technologies énergétiques, en particulier les technologies énergétiques précurseurs que sont l'hydrogène, mais également le bois biomasse. L'objectif, c'est d'avoir des logements locatifs à énergie positive positionnés dans un écolotissement, avoir un véhicule utilitaire hydrogène, mais également avoir une chaufferie municipale solaire hydrogène-bois qui servirait de zone de formation, de zone d'acculturation, de zone où les entreprises, les étudiants, mais également les élus vont pouvoir dimensionner leurs propres installations dans une démarche de réplication. Alors, plusieurs appels à manifestation d'intérêt sont en cours. Actuellement, nous ciblons un dépôt pour l'appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule Démonstrateur de la ville durable, qui devrait se faire normalement en septembre prochain. Et l'objectif, si je regarde un peu plus dans le détail, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme, une chaufferie qui couple hydrogène énergie, mais également bois énergie. Hydrogène énergie, c'est l'hydrogène stationnaire, où l'objectif, c'est de créer, grâce à de la pile à combustible alimentée par des panneaux photovoltaïques, régénérer de l'électricité grâce à l'hydrogène qu'on aura stocké par l'intermédiaire d'un électrolyseur et de réservoirs. Cette électricité qu'on recrée pour alimenter le plateau mairie-école, sous forme de plateau tertiaire, servirait là à recréer de la chaleur fatale, puisque le processus crée de la chaleur d'eau à 80 degrés, la chaleur fatale qui pourrait servir en hiver à venir alimenter le réseau de chauffage, mais également d'eau chaude sanitaire du plateau mairie-école et périscolaire. Alors, l'autre volet, l'autre brique, c'est la construction de maisons innovantes en utilisant différents matériaux. Ces maisons innovantes vont se mettre en place pour respecter la norme RE 2020, bâtiment à énergie positive. L'objectif est d'expérimenter plusieurs matériaux de construction. Ici, l'exemple, c'est du polystyrène avec du béton banché, mais on prévoit également de la brique chanvre, on prévoit également de la brique en terre cuite avec des éléments de laine de verre ou de laine de roche intégrés, voire des techniques d'ossature bois pour pouvoir dimensionner, mesurer, mettre des capteurs dans chacune des façades et pour comprendre, dimensionner les systèmes de chauffage adéquats, des pompes à chaleur RO, RR, mais également des systèmes photovoltaïques de production d'énergie, photovoltaïque simple, photovoltaïque hybride ou purement thermique, qui pourraient être utilisés avec toutes les variantes et les combinatoires, l'objectif étant d'observer les usages au sein de ces maisons. Donc il est prévu que ces usages puissent servir non seulement aux citoyens qui ont leur propre projet d'équipement de système énergétique, mais servir également les entreprises qui ont besoin de vitrines, qui ont besoin de démonstrateurs, qui ont aussi besoin d'éléments de calcul pour pouvoir dimensionner leurs futures installations, mais également des étudiants en formation, que ce soit des étudiants dans les cycles de formation initiale, mais également dans les cycles de formation continue. L'objectif, c'est dans ces maisons, dans ces plateaux périscolaires, le plateau tertiaire, mais également dans le véhicule, d'instrumenter toutes les installations, de les doter d'objets connectés, ou les objets connectés qu'on a parlé tout à l'heure, qui vont faire remonter sur le cloud les différentes informations et données numériques pour pouvoir alimenter des bases de données, certes, des bases d'informations, certes, mais aussi des bases de connaissances permettant aux décideurs, que sont les industriels ou les élus, voire les responsables de formation, de pouvoir dimensionner et prendre les bonnes décisions grâce à de l'intelligence artificielle pour aider au dimensionnement des futures installations. Alors, en guise de conclusion et de perspective, je voulais rappeler que notre territoire Nord-Franche-Comté a été lauréat du programme Territoire d'innovation sur 3 thèmes, dont un des thèmes est l'industrie 4.0. Alors, la commune de Battevelle a participé modestement à ce projet en permettant, grâce à son projet Battevelle Hyperschool, que j'ai évoqué, qui a été inauguré le 12 février dernier, a permis, grâce au projet Territoire d'innovation, porté par PMA et le Grand Belfort, de faire un essaimage sur 142 écoles du Nord-Franche-Comté du projet qui devient là non plus Hyperschool, mais Peri and School, puisque
L'impact a également été ramené sur les temps scolaires. Cette démarche-là, nous souhaitons également continuer à l'opérer à travers le projet, bien sûr, dit Ecofer, mais également le projet de Badvel Living Lab Badvel H de Bois, pour lequel, d'ores et déjà, 18 communes du Nord-Franche-Comté, aussi bien du secteur PMA que du secteur du territoire de Belfort, de pouvoir bénéficier de ces travaux et de ces avancées dans le domaine de l'énergie hydrogène-bois stationnaire. Alors, on a vu que l'industrie 4.0 transforme plusieurs de nos écosystèmes. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers les quelques exemples que j'ai proposés. Cette industrie, l'entreprise est au cœur de cet écosystème que vous avez compris qui était en pleine mutation. Vous avez pu constater également que l'université aussi évoluait sous l'impact de cette transition numérique et de cette industrie 4.0. Mais on s'est rendu compte que la société également va être amenée à évoluer. On l'a connu à travers la crise du Covid. On l'a vu également à travers toutes les expériences que je viens de vous montrer. Le périscolaire numérique, mais également l'écoferme pilotée par le numérique. Mais peut-être demain, si les financements sont attribués, sur de l'hydrogène énergie, du bois énergie, qui servirait de living lab et de démonstrateur à la faisabilité de systèmes énergétiques nouveaux, mais grâce à l'instrumentation et à ce qu'on appelle l'open data, à la mise à disposition des données ouvertes, permettent d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, j'espère qu'à travers cette présentation, je vous ai parlé des différents impacts de la transition numérique sur le secteur industriel, mais vous avez pu constater également que plusieurs autres secteurs pouvaient être impactés. J'ai montré des exemples sur l'agriculture intelligente, sur l'habitat intelligent, sur l'éducation numérique, mais également sur les réseaux d'énergie intelligents. Je ne doute pas que d'autres secteurs vont être aussi impactés à travers des projets dans le Nord-Franche-Comté sur notre territoire. Et ça nous laisse présager donc d'informations et de nouvelles qui vont nous parvenir sur les futurs développements qui seront opérés sur notre territoire Nord-Franche-Comté. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et j'espère peut-être être amené à vous rencontrer si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que représente l'industrie 4.0, sur ses enjeux et les actions très concrètes qu'il est possible de mener sur notre territoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.